Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'un truc en plus, épisode B de notre saison 1 qui a pour but de vous introduire à de la théorie de Galois. Alors, pour vous introduire à la théorie de Galois, j'ai déjà pu vous expliquer un petit peu le problème sous-jacent à cette théorie de Galois, l'idée de vouloir résoudre des équations polynomiales, et que malheureusement, un gros théorème appelé d'Abel-Galois nous informe que si on travaille avec des polynômes de degré 5, il est possible que l'on tombe sur des équations qui ne sont pas résolubles par radicaux, sous-entendant résolubles par des opérations élémentaires, multiplication, addition, division, soustraction, racine et mième, avec que les coefficients des polynômes qui seraient en jeu. Et donc, l'objectif de toutes ces saisons 1, c'est de faire le tour un petit peu des concepts les plus importants autour de cette théorie de Galois et de vous amener à comprendre un petit peu plus pourquoi en effet ce théorème tient debout. Et puis, peut-être se laisser un dernier épisode pour ouvrir un petit peu plus large et se dire que peut-être on devrait essayer de résoudre les choses autrement. Bref, lançons-nous donc sur les extensions de corps. Bien le bonjour, officiellement Benjamin 2 pour vous servir. Je peux savoir ce que tu fous là? Je suis juste là pour éviter que tu fasses encore des bêtises, comme ça a été le cas lors de la dernière vidéo. Ah mais je te rappelle que Galois il est mort à 20 ans, pas à 21. En effet, tu marques un point, bon. Tu vas pas m'emmerder là, je suis en train de faire des maths devant des gens. Bon, en tout cas, si t'as besoin de moi, à tout moment, ouais, peux venir t'embêter. Assieds-toi là, ouais. Allez, vas-y. Bref, qu'est-ce qu'une extension de corps? Eh bien, définition. Si je considère K un corps, on dira que L est une extension de corps, donc du corps K, si et seulement si K est un sous-corps de L. Rien de très difficile. Ah, mais je croyais qu'une extension de corps, c'était juste s'étirer là, comme ça, tu vois. Franchement, si c'est pour faire des blagues aussi puériles, oh, mais ça va, il est passé où ton sens de l'humour là? Franchement. Donne-moi plutôt des exemples, oui, de corps et d'extension de corps là. Ah, maintenant tu veux que je participe? Bon, bah, les réels et les complexes. Ben voilà, un exemple bien connu, en effet, c'est les réels par rapport aux complexes. Donc voilà, en effet, les complexes, c'est une extension de R. Tiens, vas-y, tu peux m'en donner un autre? Encore? Les rationnels et les réels, par exemple? En effet, les réels sur les rationnels. Voilà, ça, ce sont les exemples les plus connus, bien sûr. Alors, une petite remarque qui pourra avoir son utilité, c'est le fait que quand on a un corps qui est plus petit qu'un autre corps, alors nous avons ce plus grand corps qui va avoir une structure de K espace vectoriel par rapport au plus petit, si le plus petit s'appelle K. Donc en effet, petite remarque assez intéressante, c'est que dans ces cas de figure-là, on peut affirmer que L est un K espace vectoriel. Et je vous invite à le vérifier par vous-même. Vraiment, faites le tour des axiomes sur les définitions d'espace vectoriel et vous allez vérifier ces différents axiomes dans cette structure-là, structure donnée en fait avec l'addition et la multiplication qui sont induites par le corps, la structure de corps en elle-même, et vous allez voir qu'en effet, tout fonctionne bien pour avoir une structure d'espace vectoriel. Et donc, ceci peut vous donner le degré de l'extension. Donc, en effet, définition de degré d'extension, c'est en fait tout simplement la dimension de l'extension par rapport au plus petit corps, qu'on notera généralement de la manière suivante, L de point K entre crochets. Alors c'est parti, exemple, si je reprends les exemples dont on vient de parler, eh bien on sait que la dimension de C en tant que R espace vectoriel, c'est 2. Et vous pouvez facilement me donner une famille qui formerait une base en tant que R espace vectoriel de notre
complexes. En effet, ici, vous pouvez prendre 1 et i. Et qu'en est-il des réels par rapport aux rationnels? Alors, concernant les réels, je sais que c'est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Et ça, c'est merci au petit exo de colle numéro 71. En effet, c'était l'objet d'un précédent exo de colle et nous avons vu en effet que R est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Donc le degré de l'extension, si on veut, peut être dit comme étant égal à l'infini. Donc on voit grâce à ces exemples-là qu'on peut très bien avoir des extensions finies ou des extensions infinies. Alors un autre truc assez rigolo à aborder, c'est que quand on sait ce qu'il en est pour les dimensions qui sont en jeu, eh bien on est capable de donner des relations de cardinalité entre les deux corps. Donc notamment, si vous savez que K est fini et que L est une extension de corps de degré fini, alors vous pouvez avoir la cardinalité de L qui va être égale à la cardinalité de K à la puissance le degré de l'extension. Se conférer au petit exocole numéro 3. Tout à fait, c'est quelque chose que nous avons abordé dans un autre exercice, un exercice où on s'était amusé à utiliser la caractéristique d'un corps et de faire intervenir un nombre premier qui venait juste du fait en fait de prendre le sous-corps engendré par 1. Donc en effet, le sous-corps engendré par 1 est juste par addition de 1, faire intervenir ce nombre premier et en fait cet élément-là est un sous-corps et on avait obtenu ce genre de résultat-là. Un autre truc aussi assez intéressant, c'est si on s'amusait à faire deux extensions de corps consécutifs. Donc si on a par exemple M, qui est une extension de L, ça peut arriver qu'on écrive les choses comme ça, qui est une extension de K, tous de degré fini, alors le degré de l'extension de M par rapport à K, c'est tout bêtement le produit du degré d'extension entre M par rapport à L avec l'extension entre L par rapport à K. Et il y a une propriété de base télescopique qui peut être aussi utilisée, c'est-à-dire que si on sait que les EI forment une base de K en temps, pas une base de K, une base de L, une base de L en temps que KEV, et si les FJ forment une base de M en temps que LEV, alors nous avons EIFJ, les éléments qui s'écrivent comme produit de ces deux choses, forment une base de M en tant que KEV. Voilà, donc ce résultat-là, bien sûr, va induire le résultat qui est ici. Est-ce que par hasard, un peu comme des opérations type fermeture topologique, ou comment ça s'appelle déjà? Ah oui, enveloppe convexe. Est-ce que par hasard, il y aurait une opération du même style pour les extensions de corps? J'allais y venir. Donc en effet, on peut parler aussi d'extension engendrée. Donc à partir du moment où on travaille dans un corps sous-jacent, notre définition, si je considère un corps L, et je considère K un sous-corps de L, puis grand A un sous-ensemble de L, donc là juste un sous-ensemble, alors je peux considérer l'extension engendrée par A, qu'on notera K parenthèse A, l'extension, donc le corps, le plus petit corps, dans L contenant K et l'ensemble A. D'où certaines notations d'ailleurs. Il y a pas mal d'exemples qu'on pourrait prendre, donc notamment un exemple intéressant, c'est avec les rationnels et des extensions données par des extensions de nombres algébriques. Donc si je vous donne les rationnels avec racine de 2, racine de 3, alors le corps associé, ça va être tous les éléments qui s'écrivent A plus B racine de 2, plus C racine de 3, plus D racine de 6. En effet, racine de 6 peut s'obtenir comme produit de racine de 2 avec racine de 3, avec, bien sûr, A, B, C et D des rationnels.
Et vous pouvez vous amuser à vérifier que ceci est bien en effet une extension de corps ici engendrée par les rationnels et racine de 2, racine de 3. Alors on peut aussi s'intéresser à des extensions monogènes, et les extensions monogènes, c'est les extensions qui sont engendrées juste par un seul élément. Donc, voilà. Et donc, bon, ben, il y a pas mal de questions quant à savoir, est-ce qu'une extension est une extension monogène ou pas? Ton exemple, là, il serait pas monogène? J'ai l'impression de voir racine de 2 plus racine de 3, non? Ben, t'as une belle vue, toi. En effet, celui-ci est monogène, puisqu'en effet, on pourrait démontrer que ce corps-là, c'est le corps engendré par racine de 2 plus racine de 3. Normal, on a le même cerveau. Par contre, concernant la belle vue, je suis pas très sûr, hein. Ça fait un peu plus d'un an que tu portes des lunettes, je te rappelle. Pas évident, mais je vous laisse le soin de vous amuser à essayer de le vérifier. Alors cela me ramène à nouveau à des choses dont on a déjà parlé, puisque je commençais à parler de nombres algébriques. En effet, on peut parler en toute généralité de nombres algébriques sur un corps par rapport à un autre. Alors concernant les nombres algébriques, je me rappelle de l'exo de colle numéro 22. Ouais, c'était cet exercice où tu montrais que l'ensemble des nombres algébriques, c'était un corps. Et tu l'avais fait sur les rationnels. Mais il me semble que c'est valide aussi pour n'importe quelle structure d'extension de corps, bref. Voilà, je te laisse gérer. Ouais, en effet, je les aime beaucoup, les nombres algébriques. Donc on dira qu'un élément est algébrique, donc si je prends encore une fois L, une extension de corps de K, voilà, et que je considère A un élément de L, on dira qu'il est algébrique sur K, si et seulement si il existe un polynôme à coefficient dans K, tel que ce polynôme s'annule en alpha. Et on dira qu'une extension est algébrique si c'est une extension donnée par des nombres algébriques. Tout simplement. Et donc là, dans notre exemple, racine de 2 et racine de 3 étant des nombres algébriques, l'extension qui est ici est une extension algébrique. Et on rappelle au passage qu'un nombre qui n'est pas algébrique, c'est un nombre qui est dit transcendant. Alors maintenant, une question qui se pose, c'est comment obtenir, par exemple, si on fait une extension algébrique par rapport à un nombre, juste un seul nombre algébrique, comment obtenir le degré d'extension? Ça, c'est encore un coup des polynômes minimaux, ça. Oui, 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 bon, bah, tu sais, on a le même cerveau, donc évidemment, on a la même pensée. Bref, en effet, il suffit de prendre le polynôme minimal. Donc, en effet, pour rappel, si vous considérez les polynômes dans K crochet X tels que ce polynôme s'annule en un alpha, donc ici on va dire alpha algébrique bien sûr, et bien ça c'est un idéal non réduit à 0 de K crochet X. Et, rappel, en effet, K crochet X est principal. C'est un anneau principal. Donc comme c'est un anneau principal, vous pouvez affirmer que ceci, cet idéal-là, peut être engendré par un seul polynôme qu'on peut noter pi alpha. Alors unitaire le polynôme, unitaire. Et donc en fait, ce qui va jouer le rôle de notre degré d'extension, c'est tout simplement le degré du polynôme minimal. Donc en effet, le degré d'extension dans ce cas-là de k alpha par rapport à k, ça va être assez bêtement le degré du polynôme pi alpha. Alors maintenant, question, que se passe-t-il si on a un nombre transcendant? Moi je sais, je crois que K de alpha, ça doit être isomorphe à K de X. Je vois que tu suis la chaîne de manière assidue, toi. Donc en effet, on a déjà utilisé un résultat qui ressemblait à ça dans un exercice de pêle-mêle. Alors ça ne vient pas exactement d'un pêle-mêle, c'est vrai qu'il y a un exercice qui s'y rapporte un petit peu, mais l'endroit où on en parle un petit peu plus, c'est le petit exo de colle numéro 127. De rien. Donc si alpha est transcendant, et donc autrement dit non algébrique, donc non algébrique,
Alors on peut montrer que K parenthèse alpha va être isomorphe à K parenthèse X. Et ouais, et bon, on a utilisé quelque chose d'assez analogue dans un PML en jouant avec alpha, nombre transcendant sur Z, sur Q. Et en fait, par rapport à Z crochet X, on avait pu démontrer que Z crochet X était isomorphe à Z crochet alpha pour les polynômes. Alors il y a un premier gros résultat que l'on peut énoncer ici, qui est un peu la conséquence de toutes les choses que nous avons constatées, mais qui n'est pas si évident à démontrer. C'est le fait que si nous avons une extension finie, alors cette extension est algébrique. Donc théorème, si on a L une extension de degré fini de K, c'est même un si et seulement si, on va avoir que L est une extension algébrique. Et pour le démontrer, il vous suffit en soi, hein, l'idée globale c'est ça, il vous suffit en soi de prendre un élément dans L et de voir qu'en fait, cet élément-là doit être forcément algébrique. Puis ensuite, vous pouvez juste considérer tous les éléments qui sont dans L et puis faire l'extension par rapport à tous ces éléments qui sont dans L et voir qu'en effet, du coup, l'extension est algébrique. Voilà, c'est une manière relativement simple, même s'il faut quand même l'écrire correctement, mais c'est une manière relativement simple de vérifier que ça nous donne bien une extension algébrique, si on a une extension finie. L'extension algébrique implique l'extension finie, ça c'est pas trop difficile à condition qu'on s'y prenne étape par étape, même si voilà, ça demande un petit peu de réflexion. Du coup, par extension algébrique, tu veux dire que ton ensemble A, ça doit être un ensemble fini, non? Bien vu, en effet, tu as bien remarqué que j'ai oublié de dire que A devait être un ensemble fini. Parce que si A n'est pas un ensemble fini, là on pourrait avoir des problèmes. Donc oui, ici quand je parle d'extension algébrique par rapport à un ensemble A, où l'ensemble A est inclus complètement dans les nombres algébriques, je demande à ce que cette extension soit donnée par un ensemble fini, bien sûr. Un autre résultat qui me semble assez intéressant à mentionner, ou peut-être à rementionner, j'avoue que je ne sais plus si j'en ai parlé dans le précédent exo de colle concerné, c'est le résultat de Lindemann-Weierstrass, qui est clairement pas évident à démontrer. C'est pour le cas où on considère des extensions de Q. Donc, alors je vais juste faire attention à ce que je vais écrire. Donc si je considère Z1 jusqu'à Zm des nombres algébriques sur Q, donc je considère Z1 jusqu'à Zm des nombres algébriques sur Q qui sont libres, qui forment une famille libre sur Q, donc formant une famille libre, donc une famille Q libre. Alors, les exponentielles Z1 jusqu'à exponentielle Zm forment également une famille Q libre, mais là par rapport au nombre algébrique sur Q. Donc, forme une famille Q bar libre. Q bar, c'est l'ensemble des nombres algébriques sur Q. Voilà, c'est un résultat assez intéressant qui permet justement de démontrer des choses comme pi ou e sont des nombres transcendants sur Q, ou alors de démontrer que soit pi plus e, soit pi moins e sont l'un des deux doit être transcendant, oui, au moins l'un des deux doit être transcendant. Donc voilà, ça fait partie de ces choses-là qu'on peut utiliser pour démontrer ces résultats-là. Alors il y a un autre théorème assez rigolo que j'aimerais bien mentionner aussi, qui est lié à un exemple qu'on a fait tout à l'heure. Alors ça, c'est le théorème de l'élément primitif. Oui, théorème de l'élément primitif, oui. Ça serait bien de pas trop spoiler quand même ce qui se passe là. Tu me casses mon effet. Ah, désolé, hein, mais je commençais à te voir venir. Avec tes gros sabots.
Donc en effet, le théorème de l'élément primitif que nous avons vu en un exemple et que je vais maintenant expliciter un peu. Tac. Donc, le théorème de l'élément primitif nous dit la chose suivante. Si nous avons K, un corps, et on considère L un surcorps, donc une extension du corps K, okay, extension finie, et on suppose aussi que la caractéristique du corps, c'est 0. D'accord, donc la caractéristique du corps, je rappelle que c'est censé être, en fait, le nombre, donc si vous partez de 1 et que vous considérez le corps engendré par 1 en ne faisant que des additions de 1, autant de fois que vous le voulez, la caractéristique est finie si et seulement si ce sous-corps va être fini. Si par contre la caractéristique est nulle, ça veut dire que ce sous-corps est infini. Donc voilà, donc c'est exactement ce que je demande ici quand je dis que la caractéristique du corps est nulle. Et sous ces conditions, alors, n'importe quelle extension finie est en fait une extension monogène. Donc, elle est alors monogène. Et donc on a en effet vu un exemple, on a vu que Q racine de 2 racine de 3, c'était la même chose que Q racine de 2 plus 3. Alors ici, je ne vais pas m'amuser à vous faire la preuve, hein, ça demanderait vraiment beaucoup de temps à faire. Il faut au moins que je fasse le tour des choses qui me semblent assez importantes à faire pour pouvoir vous parler un petit peu plus du résultat important. Donc si ça vous intéresse d'aller creuser un peu plus sur ce théorème de l'élément primitif, je vous invite à le faire par vous-même. Il y a pas mal d'autres choses dont je pourrais parler et que je vais malheureusement manquer de temps d'en parler. C'est des questions de clôture algébrique. Hop, clôture algébrique. Mais je vais en parler comme ça un peu en vrac. Donc les clôtures algébriques, c'est juste le fait de prendre, à partir d'un corps, prendre toutes les racines que l'on pourrait avoir en considérant des polynômes sur ce corps. Donc par exemple, si vous prenez les réels, vous pouvez considérer toutes les racines que vous pourriez faire avec des polynômes à coefficients réels et vous allez vous retrouver avec les complexes. Les complexes, c'est un corps qui est justement clos algébriquement. Donc C est algébriquement clos. Et ça, c'est un exercice de colle que nous avons déjà fait ensemble. Alors, concernant D'Alembert-Gauss, c'était le petit exo de colle numéro 23. Heureusement que je suis là hein, pour tes références. Là. Oui, un petit exo de colle, en effet. Donc, c'était un petit exo de colle. Hop. Que je vais vous mettre en description si ça vous intéresse d'aller revoir une preuve possible de ce résultat-là. C est algébriquement clos, donc il n'y a pas forcément de question de clôture algébrique de C, mais par contre, on peut considérer des clôtures algébriques de corps fini. Donc par exemple, si on voulait travailler avec FP, on pourrait considérer une clôture algébrique de FP. Et vérifier que pour les corps finis, bien, il y a bien une unicité de cette clôture algébrique. C'est pas si évident à voir s'il y a une unicité pour les clôtures algébriques de n'importe quel corps. Et ça, je vous laisse vous amuser à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Concernant les clôtures de corps finis, je crois que tu en parles aussi dans le petit exo de colle numéro 129. Ouais, il va falloir vraiment que tu penses à me payer quand même là. Encore une fois, l'objectif de ces vidéos d'un truc en plus, c'est essentiellement vraiment de vous introduire les différentes notions et choses intéressantes à voir par rapport à une théorie que j'aimerais développer tout le long d'une saison. Tout simplement parce que je ne veux pas vous faire des vidéos format longue, hein, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, on pourrait parler de clôture algébrique, on pourrait aussi, et bon ça je trouve ça amusant quand même de le mentionner, on pourrait s'amuser aussi à parler des nombres qui sont constructibles à la règle et au compas. Donc nombre constructible à la règle et au compas. Donc les nombres constructibles à la règle et au compas, pour la faire très courte, ce sont en fait les nombres que l'on peut obtenir comme distance entre deux points que l'on aurait construit à partir du segment suivant, donc vous partez de 0, 0 pour aller à 1, 0, disons, et de toutes les règles de construction que vous avez le droit de faire, donc c'est-à-dire ici utiliser la règle, donc vous avez le droit de faire des droites, de dessiner des droites, et vous avez aussi le droit de considérer des cercles. Donc c'est ça qu'on entend ici par règle et compas. Règle, c'est donc considérer toutes les droites que vous pourriez
dessinées. Et compas, bah, ça veut dire que vous allez considérer aussi les constructions avec des cercles. Et en fait, à partir du nombre 1, bah, bien sûr, vous pouvez écrire tous les entiers naturels. Il suffit de faire une droite ici à partir de la droite 0, 0, 1, 0. Et puis ensuite, faire les cercles de plus en plus grands, donc longueur 1, longueur 2, que vous pouvez reporter, quoi. Puis après, vous pouvez vous amuser à montrer que les rationnels sont dedans, puisque vous pouvez aussi utiliser Thalès pour vous amuser à faire des proportions. Vous pouvez aussi construire certaines racines carrées de 2, racines carrées de 3, grâce à, bien sûr, Pythagore. Alors, permets-moi juste un instant de t'interrompre. Concernant les nombres constructibles à la règle au compas, ce qu'on entend ici, c'est des constructions vraiment à partir de ces 2 points et des droites qu'on pourrait faire, des cercles qu'on pourrait faire. Les cercles, en général, ce sont en fait juste le fait de rapporter des distances. Donc là, à partir de ces 2 points-là, les seules distances qu'on peut rapporter pour l'instant, ce sont des entiers. Mais en utilisant par exemple des propriétés comme Thalès, il en a parlé il y a quelques instants, comme Thalès ou d'autres petites propriétés comme Pythagore, eh bien l'idée c'est d'essayer de pouvoir reporter ces nombres-là ou ces distances-là sur l'axe des abscisses, disons. Et si on est capable de reporter ce point sur l'axe des abscisses, on dira alors que ce nombre est constructible. Donc c'est-à-dire le nombre est constructible si on est capable, à partir des droites et des cercles là, que l'on souhaite effectuer avec ces reports de distance, tout ça, si on est capable de reporter le point A0, où A serait le nombre qui serait constructible à la règle au compas. Tu peux poursuivre. Bref, etc. Donc, les nombres constructibles à la règle au compas, c'est une propriété aussi qui est liée à des extensions de corps, car on peut démontrer, alors c'est pas évident, mais on peut démontrer qu'un nombre est constructible à la règle au compas si et seulement si il fait partie d'une extension du corps des, alors, disons des rationnels, une extension qui serait obtenue par une suite d'extensions de degré 2. Donc c'est ça en fait le truc ici. Donc je ne peux pas l'écrire proprement, mais on va dire comme ça. Donc alpha est constructible à la règle et au compas, si et seulement si alpha appartient à un surcorps de Q obtenu par une suite d'extensions de corps de degré 2. Donc voilà, c'est un très joli résultat. Pareil, si vous voulez creuser davantage, vous en avez le droit, bien évidemment. Allez jeter un coup d'œil à toutes les ressources autour de ça. Donc bien sûr, on pourrait aussi ajouter d'autres règles, comme des règles d'origami, où on accepterait aussi le pliage. Et si on accepte le pliage, là, on peut aussi obtenir des choses en lien avec des extensions de corps de degré O+3. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi, pas mal intéressant je trouve. Mais par manque de temps, je ne peux pas forcément développer tout ce que j'aimerais développer. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode d'un truc en plus. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière générale. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous. Tchuss.